Bonjour à nouveau, bienvenue à cette seconde table ronde du Forum de la transformation RH. Cette fois, nous allons aborder la crise comme révélateur de talent, voire d'engagement des salariés. Et pour cela, je reçois Laure Carmen Lecuir. Vous êtes directrice de l'engagement citoyen et déléguée générale de la fondation du groupe Aéroports de Paris. Vous avez d'ailleurs une belle histoire à nous raconter d'engagement des collaborateurs de votre groupe. Yves Grandmontagne, vous avez été DRH de Microsoft, vous êtes consultant RH, vous êtes aujourd'hui président du Lab RH, et vous-même vous reviendrez notamment sur l'idée de gestion du travail pendant une période de crise comme on l'a connue. Pareil, c'est révélatrice de personnalité, peut-être de talent. Enfin, Bénédicte Thilloy, vous avez un parcours assez atypique. Vous avez été à la direction des ressources humaines de la SNCF, vous êtes passé à une start-up. Ce que vous racontez d'ailleurs dans un livre à sortir très bientôt, dont nous parlerons en fin de séquence. Et puis surtout, vous êtes chroniqueuse régulière à Entreprises et Carrières, où vous avez une chronique appelée Le travail agile, sur justement l'agilité du travail et les nouveaux modes d'emploi, des nouveaux fonctionnements, j'ai envie de dire, du travail. On vous remercie évidemment tous d'être venus, malgré le contexte un peu difficile que nous connaissons actuellement. Et sur cette question de l'engagement, le groupe Aéroports de Paris a un témoignage particulièrement intéressant, donc je me tourne immédiatement vers vous, sans plus attendre, Laure Carmen Lecuir. Cette situation vous a permis de rencontrer une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? La situation a été tellement subite et tellement inattendue et tellement inconnue qu'on ne s'est pas posé en amont la question de savoir comment réagiraient les collaborateurs. Simplement, ce qu'on a constaté, c'est que on a été en situation de devoir mettre, faute d'activité, puisque les avions ne décollaient plus, on n'avait plus de passagers ou très peu. Donc on a mis les collaborateurs en activité partielle, chômage partiel total, pour 70 à 75% des collaborateurs. Sur un groupe de combien de personnes? Sur un groupe de 6500 personnes. D'accord, oui. Donc ça fait quand même beaucoup de monde à l'arrêt complet. Et très vite, il se trouve qu'on a été en relation avec la direction de la PHP. Et très vite, en fait, ils nous ont sollicité pour les aider face à cette pandémie sur des besoins logistiques, magasiniers. Ils nous ont demandé si on pouvait leur fournir des iPads, etc. Et donc, moi, en l'occurrence, mon rôle dans la maison, c'est justement de favoriser l'implication des collaborateurs au long cours, en temps normal, sur le mécénat de compétences, sur plein de choses. Et donc, j'ai fait un appel à volontariat, parce que là, on était dans un cadre forcément très particulier de bénévolat. Et là, ça a répondu, mais à une vitesse et de façon très large pour aller donner ces coups de main. Et donc, très très vite, en fait, c'est constitué via le réseau, via le portail intranet, des propositions des collaborateurs qui disaient moi je peux faire ça, moi je peux faire ça, moi je peux faire ça. Et donc, on a réussi comme ça à mobiliser près de 200 collaborateurs, mais en 10 jours, j'allais dire, pour donner un coup de main. Et malgré ça, malgré cette situation, ils étaient prêts à sortir donc, de chez eux, avec des autorisations évidemment délivrées par la PHP, à aller donner un coup de main dans les hôpitaux. Alors évidemment, ils n'étaient pas en service de réanimation, bien sûr, mais néanmoins, il y avait quand même cette... Si vous me permettez, ils étaient essentiellement sur des fonctions logistiques. Alors, c'était logistique, magasinier, ça a été les services informatiques qui ont préparé les iPads parce qu'on a pu donner, on a fait une collecte d'iPads dans la maison et sur nos filiales, etc. Sur le fonds de dotation de la communauté aéroportuaire de Paris qui réunit à peu près 25 entreprises des plateformes. Et voilà, tout le monde a donné des iPads, mais les iPads, encore fallait-il les préparer, mettre les bonnes applications, etc., pour que quand on les donne ensuite dans les hôpitaux, les soignants n'aient pas
et juste à appuyer sur le bouton, à rentrer le code Wi-Fi et à pouvoir les donner aux patients pour qu'ils puissent rester en relation avec leur famille, leurs proches, puisque les familles ne pouvaient pas venir dans les services, voire malheureusement dans certains cas. Et donc, il fallait préparer ces iPads et ça prend du temps, c'est pas si simple que ça. Et tout le monde s'est mobilisé et il y a eu une espèce de solidarité sur un sujet qui n'est pas du tout un sujet habituel chez nous. Et puis, un peu plus tard, on a eu une sollicitation sur du mécénat de compétences sur des métiers beaucoup plus pointus, des accompagnements beaucoup plus pointus, et où il fallait faire remonter du monde pour justement leur proposer, enfin pour qu'ils puissent aller ensuite sur les cellules Covisan, en l'occurrence, c'était la modélisation des cellules Covisan pour la PHP. Et à la fois les collaborateurs ont été dans cette période extrêmement, se sont sentis utiles, quoi, véritablement, même si c'était des sujets qui n'étaient pas leurs sujets habituels. Et puis de l'autre côté, en l'occurrence pour la PHP, je pense pouvoir dire que ils ont été très soutenus et très contents de ces collaborateurs qui ne comptaient pas leurs heures, évidemment, parce qu'il n'était pas question de ça. Par ailleurs, on a mis en place avec Vendredi qui a une plateforme sur l'engagement et qui a tout de suite mis en place une plateforme qui s'appelait Tous confinés, tous engagés, et où, y compris depuis chez eux, ils pouvaient accompagner des associations qui en avaient besoin à un instant T, sans avoir à sortir de chez eux, etc. Et là, pareil, on a relayé, mis en place cette plateforme, et j'ai 76 collaborateurs en moins d'une semaine qui s'étaient inscrits. Comment vous me disiez que vous aviez commencé à réfléchir à des systèmes de valorisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler assez rapidement ? En fait, il y a un des aspects, moi, qui a été assez surprenant post-première phase de crise, c'est quand les gens ont commencé à revenir sur site, en activité, etc., ça a été d'être sollicité à la direction de l'engagement citoyen, donc qui porte vraiment toute la partie engagement des collaborateurs, pour les aider à faire du bénévolat. Chez nous, le mécénat de compétences, c'est sur le temps de travail, en temps normal. Et donc, ils ont 6 jours dans l'année pour faire des missions, pour accompagner des structures, etc. Mais c'est sur le temps de travail. Et là, la surprise, ça a été de voir des collaborateurs venir nous voir en nous disant « Est-ce que vous pouvez nous aider à faire du bénévolat ?» Sur le coup, j'ai réagi en me disant « Mais ils n'ont pas besoin de nous pour faire du bénévolat. Il suffit de sortir de chez soi, d'aller voir les associations dans la ville où on vit. » Et en fait, en les écoutant, j'ai compris que c'était pas forcément dans leur ADN à la base, qu'ils n'avaient pas d'engagement associatif particulier, et que ce qu'ils nous demandaient, c'était de les aider à passer ce pas, quoi, et de pouvoir le faire avec des associations qu'on connaît ou qui sont suivies par la fondation, etc., etc. Et du coup, on a réfléchi un petit peu nos propositions. Et donc, on a inclus, là, on est en train de préparer, toujours avec Vendredi, une plateforme de l'engagement qui va faciliter encore plus la mise en relation et le type de programme auquel ils peuvent s'inscrire. Et du coup, on a inclus cette dimension bénévolat qu'on n'avait vraiment pas forcément en tête parce qu'on considérait que la sphère privée doit rester privée et que ça ne regarde pas l'entreprise. Et en se disant, OK, après tout, oui, effectivement, nous, c'est habituel pour nous de travailler avec les associations. On les connaît, on sait évaluer si une proposition de mission ou d'accompagnement tient la route ou pas, etc. Et donc, OK, on va les accompagner, leur proposer. Il y en a qui vont encore rester en activité partielle pendant quelques semaines, voire quelques mois. Malheureusement. Et donc, en fait, c'est ça, c'était de pouvoir leur permettre, quand ils ne sont pas sur leur lieu de travail en activité, de se dire, voilà ce que vous pouvez faire en parallèle. Ça a été vu, checké, préparé par la direction de l'engagement citoyen. Vous pouvez y aller en confiance. Et cette dimension-là, je pense, aide à passer cette crise qui dure dans le temps, dont on ne sait pas complètement combien de temps encore ça va durer, où chez nous, on sait pertinemment que la reprise du trafic va être
progressive, va s'étaler dans le temps, qu'on ne retrouvera pas notre taux d'activité avant plusieurs années, enfin le taux d'activité de 2019. Je vous demande de conclure très rapidement. Donc c'est de dire qu'on peut aussi, par rapport à la thématique de cette table ronde, on peut révéler des talents, révéler des compétences, révéler ce besoin d'accompagner autrui autrement que juste dans la sphère professionnelle classique. Ben, je vous remercie en tout cas, c'était un témoignage particulièrement intéressant de la période. Vous évoquiez justement la difficulté du télétravail. Alors je me tourne vers vous, Yves Grandmontagne. Le télétravail, évidemment, n'est pas né de la crise. Les accords télétravail ne sont pas nés de cette crise. Néanmoins, comme vous me disiez quand on a échangé en amont de cette table ronde, c'est la première fois qu'on travaille à distance aussi longtemps, aussi systématiquement. Et finalement, alors qu'on parlait de révélation de talent, il y a tout un panel de soft skills, comme on dit, qui a bien été forcé d'ailleurs de se révéler à ce moment-là. Vous-même, qu'est-ce que vous avez pu en voir et en constater? Et puis surtout, quelles perspectives pour l'avenir? Oui, alors c'est vrai que mon angle de vue privilégié, c'est celui-là aujourd'hui, puisque je pense que l'élément majeur, massif, qui s'est imposé à toutes les entreprises et qui a structuré l'activité de l'ensemble des acteurs, hein, les entreprises, mais les particuliers aussi dans leur vie quotidienne, c'est cette obligation du jour au lendemain qu'il y a eu, alors qui s'est assouplie, puis qui revient et qui reviendra peut-être, de devoir massivement travailler différemment. Alors, je pense que c'est une vraie situation de crise en soi. C'est une crise dans la crise. Les crises, elles révèlent des comportements. Elles révèlent des comportements de solidarité, à l'image de ce qui a été présenté pour ADP. Elles révèlent des comportements de toute nature. Sur la question du télétravail, moi, mon constat aujourd'hui est le suivant. Il est de dire que finalement, il y a eu la question au début de la crise, donc on remonte là au mois de mars, avril 2020, de devoir s'adapter, de devoir pouvoir travailler à distance. Toutes les entreprises, même celles qui avaient des pratiques de travail à distance déjà assez élaborées et outillées en conséquence, même ces entreprises-là, et encore plus celles qui partaient plus loin, ont découvert qu'elles étaient confrontées à un environnement qui ne se résumait pas évidemment à l'utilisation d'outils collaboratifs, mais que ça voulait dire qu'il fallait interagir différemment, qu'il fallait peut-être lâcher prise en tant que manager sur un management de proximité qui n'était plus de mise, qu'il fallait également envisager des modes de collaboration, des modes de solidarité dans l'entreprise différentes. Et on a vu progressivement, et on le voit encore progresser, dans toutes les organisations, des formes d'adaptation, de prise d'initiative, alors du management en partie, mais pas seulement, je vais y revenir sur le management, mais de l'ensemble des acteurs, salariés ou agents dans les services publics, qui révèlent des formes de solidarité aussi, hein, très intéressantes, à vouloir effectivement faire en sorte que tout ça se passe au mieux, se soucier de la santé des autres, etc., etc. Cet accélérateur qu'a provoqué la crise a finalement mis à nu les vrais sujets. Les vrais sujets, c'est quoi? Prenons le sujet du management. Le sujet du management, il est intéressant parce qu'on a vu pendant cette crise-là des managers qui ont surprotégés d'une certaine façon, ou ont été, on ne va pas le leur reprocher, c'est très bien, hein, mais on surjoué en quelque sorte le rôle de manager étant à distance pour s'assurer de la proximité, pour s'assurer que leurs équipes allaient bien, parfois pour plus contrôler, donc pas forcément la chose la plus souhaitable dans le management. Et puis on a vu aussi des managers complètement paumés qui étaient en quelque sorte tétanisés et dont les collaborateurs des équipes disaient moi, mon manager ou ma manager, il ou elle ne m'a pas appelé depuis des semaines et ont mis leurs équipes en situation de désemparée. On a vu des personnes prendre des initiatives alors même qu'elles n'étaient plus du tout au bureau, mais pour faire en sorte justement de fonctionner au mieux avec les autres. Ce qu'on voit surgir par ces quelques exemples que je vous donne, c'est l'idée que on le savait, mais on les a maintenant sous les yeux, il faut jouer avec. Les entreprises prennent conscience que ces nouvelles façons de travailler, qui aujourd'hui sont massives, mais qui vont rester ensuite, dont il va rester plus que quelque chose par la suite, dans la façon d'équilibrer les temps de travail présentiel et distanciel,
elle nécessite impérativement des évolutions comportementales. Je dirais que le confinement, la crise de manière générale que l'on a connue depuis le mois de mars et qui continue aujourd'hui, met les entreprises dans une forme d'accélération, de changement qu'on avait déjà identifié depuis des années, dont on parlait beaucoup d'ailleurs à l'occasion on n'en parle plus aujourd'hui, non pas qu'elle soit pas là, mais de la transformation digitale, qui bousculait les codes, qui obligeait à fonctionner différemment. Ben là, cette transformation digitale, elle se trouve boostée dans toutes ses composantes, par le fait même qu'on fasse appel à des solutions digitales, mais aussi par ses effets, on va dire, dérivés, dont les compétences comportementales sont des éléments essentiels. Après cette crise-là, vont se redéfinir des équilibres ou des nouvelles façons de travailler qui ne seront pas celles de la crise, évidemment, mais qui ne seront pas non plus celles d'avant, et que les effets dérivés ou les effets induits par ces nouveaux équilibres vont être extrêmement nombreux dans tous les registres, que ce soit, alors si on reprend des registres de la fonction RH, ça peut être comment former les personnes à distance, comment recruter, etc., mais aussi comment se comporter les uns avec les autres et comment travailler dans ce paysage, dans ce contexte qui aura énormément évolué en quelques mois seulement. En préparant cette table ronde, vous parliez peut-être de reboot nécessaire des habitudes de travail, puisque l'exemple vient d'en haut, paraît-il. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que c'est un vœu? Est-ce que finalement ça va se présenter comme une obligation? Et avec quelles difficultés, le cas échéant? Moi, je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit par Yves Grandmontagne, c'est-à-dire la crise, elle a été accélératrice de comportement. Ce qui est caractéristique du premier confinement, c'est que, en tant que personne, les dirigeants ont vécu exactement les mêmes situations que leurs salariés, c'est-à-dire les bébés ont pleuré exactement de la même manière dans les salles à manger des uns et des autres. La question des enfants à la maison s'est posée, et donc ils ont été confrontés aux sujets auxquels les salariés étaient confrontés dans leur humanité. Et ceux-là qui ont compris ça, en fait, ils ont compris aussi que c'était en étant ces personnes humaines qu'ils allaient pouvoir aborder de façon plus facile, en tout cas en étant plus légitime, la crise qu'ils devaient gérer en tant que dirigeants. Les dirigeants sont attendus aujourd'hui parce qu'ils sont modélisants. On regarde le dirigeant, on regarde comment il se comporte pendant la crise. Ils sont attendus sur le fait qu'ils doivent être authentiques, qu'ils doivent donner de la reconnaissance. Et on n'attend plus vraiment d'eux qu'ils soient des héros. Et certains pourraient le penser encore. On attend qu'ils soient humains et qu'ils donnent le cap. Et tous ceux qui ont réussi à faire ça, en fait, ont réussi à embarquer leurs équipes dans des nouvelles manières de diriger. C'est difficile de dire à une organisation qu'il faut changer si on n'est pas soi-même capable de changer. Ce que je constate, c'est qu'on attend d'eux aujourd'hui, les équipes leur disent, on attend d'eux qu'ils soient plus vulnérables, qu'ils se montrent plus vulnérables, ce qui est tout à fait contre-intuitif pour eux. On attend d'eux qu'ils soient davantage dans des cycles à la fois plus longs et plus courts, c'est-à-dire donner de la vision et la répéter très régulièrement pour que les gens n'aient pas l'impression de subir des ordres et des contre-ordres, en même temps que de diriger sur des cycles beaucoup plus courts, un peu comme ce qu'on pratique dans les startups, c'est-à-dire des sprints réguliers plutôt que des cycles de 3 ans. Finalement, aujourd'hui, le moyen terme, on l'a vu, est en train de s'effriter au bénéfice de la vision et de l'émergence. Elles arrivaient progressivement, et de la même manière que le numérique a transformé notre relation aux outils, comme ça a été très bien dit par Yves Grandmontagne, ça a aussi eu comme conséquence de transformer nos comportements, de transformer nos relations aux dirigeants, et nous attendons d'eux qu'ils se comportent différemment, et nous attendons d'eux qu'ils se remettent en question, et quand ils le font, ils retrouvent peut-être parfois la légitimité qu'ils ont perdue.